Au programme aujourd'hui, un livre passionnant qui fait se rencontrer Pierre Bourdieu, Spinoza et Annie Ernaux et qui met en scène la complexion des identités et interroge la difficulté de penser le singulier en philosophie et en sociologie. Ce livre s'intitule « Les transclasses ou la non-reproduction ». Il vient de paraître aux presses universitaires de France et son auteur, la philosophe Chantal Jacquet, est avec nous en studio aujourd'hui pour en parler. Bonjour Chantal Jacquet. Bonjour. Comment expliquer ces trajectoires inattendues ? Ces individus qui se hissent ou s'arrachent d'un état de fait, d'un ordre, d'une norme, pour, de manière aussi inattendue qu'inexpliquée, en adopter d'autres. Comment comprendre que Julien Sorel, contre toute attente, ne découvre pas en Madame de Rênal une bourgeoise hautaine et méprisante, mais une jeune femme éblouissante, douce et attentionnée ? Que dire de ces cas de non-reproduction, de ces habitus clivés, dirait Bourdieu, ou de ces fluctuatio animi, dans le langage de Spinoza ? À la croisée de deux mondes, traversés par des affects contraires, l'ambition et le remords, la reconnaissance et la honte, la réussite de ceux qui s'en sortent se paye-t-elle toujours du sentiment d'imposture et de l'intranquillité propre aux états d'entre-deux ? Je viens d'un tout petit village du Béarn, du sud-ouest de la France, et d'une famille de tout petits fonctionnaires. Mon père a accédé à la fonction publique très tard, après avoir passé ses 25 ou 30 premières années comme fils de petit métayer pauvre. Et il a donc été toujours dans une position tout à fait inférieure dans le monde y compris dans ce monde inférieur qu'est le monde rural. Voilà. Donc mon enfance est marquée par une expérience de l'inégalité sociale, de la domination, et je pense que je n'en ai tiré aucun ressentiment. Au contraire, en général, les gens qui sont dans ma position, qui ont fait des trajectoires qu'on peut appeler foudroyantes, qui viennent du plus bas pour aller au plus haut, en général, ils sont très heureux du monde social. Les miraculés, ils sont très heureux. En général, ils sont très conservateurs. Ils adorent le système scolaire. Ils trouvent que le système est très bien puisqu'il les a reconnus. Ce qu'on ne voit pas, c'est que précisément, ce qui fait problème, c'est que je ne sois pas un universitaire heureux. Il est émouvant, Chantal Jacquet, d'entendre Pierre Bourdieu. C'était en 1990 au micro de Pascal Casanova. Pierre Bourdieu, le penseur de la reproduction sociale, faire état de son état de non-reproduction, ce qui est le sujet de votre livre. Effectivement, c'est très émouvant parce que le grand paradoxe de la démarche de Pierre Bourdieu, c'est qu'il a été le théoricien de la reproduction sociale et qu'il a à juste titre montré comment, à travers l'héritage de certains capitaux culturels, économiques, symboliques et sociaux, les individus reproduisent le parcours de leur classe sociale généralement. Et là, Pierre Bourdieu, théoricien de la reproduction, est un exemple qui montre que précisément la reproduction n'est pas un mécanisme implacable, ce qu'il n'a jamais dit, mais il ne s'est jamais interrogé de manière centrale sur la possibilité de la non-reproduction, dont il est finalement l'exemple le plus patent, puisque on le voit même dans ses ouvrages les plus intimes, comme l'esquisse d'une auto-analyse, il n'aborde que très rarement ou par le biais des dispositions héritées du milieu d'origine, il n'aborde qu'indirectement sa propre trajectoire et jamais il n'essaie de comprendre quelles sont les déterminations qui l'ont conduit à cette position d'universitaire reconnu. Et c'est cela qui me paraît un peu un point aveugle de sa démarche, et lui-même d'ailleurs invite à penser les exceptions à la règle de la reproduction, lorsqu'il montre qu'un héritage ne favorise pas systématiquement et automatiquement ceux qui en disposent. Il peut y avoir une manière de dilapider son héritage pour ceux qui sont issus d'une classe sociale favorisée, et puis il peut y avoir des exemples rares d'ascension sociale. Je mets ascension sociale entre guillemets parce qu'effectivement on n'est pas sûr que ce soit véritablement une promotion ou un mouvement vers le haut, comme peuvent le montrer les exemples de ceux que j'appelle les transclasses, qui passent, c'est le mouvement de transition d'une classe à l'autre, et qui sont en proie, au fond, à une logique de l'entre-deux, puisqu'ils ont
à démêler finalement leur héritage, et à savoir comment nouer les fils du milieu d'origine et du milieu d'arrivée. C'est peut-être ce que veut exprimer Pierre Bourdieu lorsqu'il dit « Je suis un universitaire aujourd'hui, mais je ne suis pas un universitaire heureux ». Cette forme d'intranquillité de son état, propre à ce que vous nommez donc les transclasses ou ceux qui sont les résultats de cette non-reproduction, qui vont quitter un lieu, un état de fait, un lieu géographique ou un état culturel, pour essayer d'arriver dans un autre état sans jamais s'y sentir complètement appartenir. Et c'est cet entre-deux-là qui fait qu'ils sont sans cesse tiraillés. Et en toute rigueur, le terme même de transclasse devrait laisser entendre ce tiraillement-là. Ce n'est pas une catégorie figée, c'est au contraire une catégorie dynamique qui montre que ces personnes-là se situent à égale distance du lieu de départ et du lieu d'arrivée. Alors si j'ai voulu parler de transclasse, c'est précisément pour insister sur le côté de mobilité ou de fluctuation qui caractérise le passage d'une classe sociale à l'autre. Alors évidemment, il peut y avoir des transclasses heureux, parfaitement intégrés dans leur milieu d'arrivée, qui arrivent à marier harmonieusement leur passé de misère sociale avec leur promotion sociale entre guillemets, ou du moins le changement qu'ils ont connu. Mais pour la plupart des transclasses, il y a nécessairement un problème qui est celui de la situation vis-à-vis du milieu d'origine et vis-à-vis du milieu d'arrivée. Autrement dit, il s'agit de déterminer, au fond, comment reconfigurer sa propre individualité, ou ce que j'ai appelé une complexion, c'est-à-dire comment se penser dans ce mouvement, cette trajectoire, alors qu'il y a des gens qu'on a laissés dans une condition difficile, qu'on ne peut pas ignorer la misère sociale d'où l'on vient, et que l'on parvient dans un milieu qui parfois ignore totalement les réalités économiques, sociales des gens qui sont dans une classe sociale dite défavorisée. Et là où votre livre est une valeur ajoutée dans cette réflexion qui existait évidemment avant votre livre, mais que vous thématisez en tant que tel, c'est que ce qui pourrait se contenter en un sens de n'être qu'une réflexion sociologique est dans votre cas enrichi d'un fondement, d'une substance qui est proprement philosophique, puisque vous êtes philosophe de formation, vous avez beaucoup travaillé sur Spinoza, on le rencontre à de nombreuses reprises dans ce livre, et si on a ouvert l'émission avec Pierre Bourdieu, c'était pour donner à entendre cette dimension sociologique qui était ressaisie, nourrie par non seulement des réflexions philosophiques, mais aussi des exemples littéraires, comme pour montrer que ces transclasses, encore une fois, échappaient à toute forme de catégorie et que l'analyse sociologique, d'un point de vue purement extérieur, ne pouvait pas se passer d'une analyse, cette fois-ci philosophique, sur la notion même d'identité. Alors mon mouvement est effectivement un mouvement d'abord de philosophe. Il ne s'agit pas du tout pour moi de me prétendre sociologue, et ça n'est pas mon objet, je n'ai pas la formation d'une sociologue. Ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de penser les trajectoires singulières que souvent la philosophie est impuissante à ressaisir, dans la mesure où le concept vise le général ou l'universel, et de ce fait, la philosophie a parfois du mal à définir la singularité. Il faut donc forger des outils pour approcher le singulier. Ces outils qui concernent les transclasses, autrement dit des cas de non-reproduction sociale, ces outils, je les ai cherchés dans diverses directions. D'une part, l'arrière-fond qui m'a aidé à penser ce mouvement de passage, c'est un fond spinoziste, je dirais, un héritage spinoziste, avec des concepts comme celui de complexion, d'ingenium, qui permettent de ressaisir la singularité des individus à travers les changements, les fluctuations, la manière dont ils se situent vis-à-vis des causes extérieures ou du monde environnant. Ce concept me paraissait décisif, parce que celui d'identité ne peut pas être opératoire pour penser le mouvement des transclasses. L'identité sociale apparaît souvent comme un ensemble de caractéristiques figées, avec des déterminations de classe que je ne renie pas, bien évidemment. Mais là, il s'agissait de penser un passage, c'est-à-dire comment se nouent et se dénouent des déterminations, comment elles se reconfigurent, et ce que le concept de complexion permet de saisir, puisque la complexion, ça vient de l'idée du tissage, tisser ensemble des déterminations, et je pense qu'une existence consiste à se faire et à se défaire. Alors ça vaut pour tout individu,
Mais ça vaut de façon beaucoup plus frappante pour ceux qui, comme les transclasses, connaissent un grand écart ou un changement maximal. Alors pour appréhender cela, je disais qu'il y avait donc une démarche philosophique, mais qui se nourrit d'exemples sociologiques, qui se nourrit aussi d'exemples littéraires, parce qu'il me semble que ce divorce entre les disciplines est préjudiciable à la pensée. La pensée n'a pas de frontières, je dirais. Elle se forge de nouveaux instruments pour appréhender une réalité complexe, fuyante, et personne n'a le monopole, je dirais, d'un domaine. Donc la question de la reproduction, de la non-reproduction n'est pas plus une question sociologique que philosophique. Chacun essaye de forger des instruments d'approche. Alors j'ai beaucoup pris appui sur la littérature, sur les cas singuliers, comme Martine Eden, ou comme, plus célèbre encore, Le Rouge et le Noir, l'exemple de Julien Sorel, qui a souvent été réduit à l'ascension sociale d'un ambitieux, mais on voit que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et puis, des exemples qui sont empruntés à une littérature comme celle qu'a mise en place Annie Ernaux, des exemples auto-socio-biographiques. Il ne s'agit pas de promouvoir le moi dans une autobiographie, de raconter son histoire, mais plutôt de décrire une condition qui est à la fois singulière et qui peut être partagée. Et c'est un peu le mouvement que l'on voit chez Annie Ernaux dans La place ou la honte, ou plus récemment encore chez Didier Héribon dans Retour à Reims. Certains d'entre vous penseront peut-être que l'âge de ce jeune homme et une certaine folie de passion pourraient être pour lui des circonstances atténuantes. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les jurés, c'est aussi en votre âme et conscience que vous vous prononcerez. Julien Sorel n'a pas tué, mais il a voulu tuer. Son crime est le même, et ce crime a été prémédité. Vous connaissez maintenant ce meurtrier. Julien Sorel, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, quelque chose. Je ne demande aucune grâce. Mon crime est atroce. Il a été prémédité. J'ai tiré 2 coups de pistolet sur la plus noble et la plus adorable des femmes. Sur Madame de Rênal, qui avait été pour moi comme une mère. J'ai mérité la mort. Mais attention, ce n'est pas pour ce crime-là que vous allez me condamner. Voyez clair comme je vois clair. Mon vrai crime pour vous, c'est d'être né dans une classe inférieure. Et surtout d'avoir voulu en sortir. En me faisant couper la tête, vous punirez ces jeunes gens qui sont nés dans la pauvreté, qui ont eu la chance ou le malheur de recevoir une bonne éducation et l'insolence de se mêler à ce que l'orgueil des riches appelle la société. N'est-ce pas, monsieur, ajouta-t-elle après un petit silence et d'une voix dont chaque instant augmentait l'émotion. Vous serez bon pour eux, vous me le promettez? S'entendre appeler de nouveau monsieur, bien sérieusement, et par une dame si bien vêtue, était au-dessus de toutes les prévisions de Julien. Dans tous les châteaux en Espagne de sa jeunesse, il s'était dit qu'aucune dame, comme il faut, ne daignerait lui parler que quand il aurait un bel uniforme. Madame de Rênal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu'à l'ordinaire, parce que pour se rafraîchir, il venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. À sa grande joie, elle trouvait l'air timide d'une jeune fille à ce fatal précepteur, dont elle avait tant redouté pour ses enfants la dureté et l'air rébarbatif. Pour l'âme si paisible de Madame de Rênal, le contraste de ses craintes et de ce qu'elle voyait fut un grand événement. Enfin, elle revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui. « Entrons, monsieur », lui dit-elle d'un air embarrassé. Chantal Jacquet, ce que l'exemple, le cas de Julien Sorel permet de penser, ce sur quoi vous insistez beaucoup dans votre livre, c'est le fait que ces transclasses, ce que vous nommez ces transclasses, sont à la croisée précisément de certaines classes, d'une dimension sociale, et d'une dimension qui elle est proprement singulière. En l'occurrence, le procès de Julien Sorel laisse entendre que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir transgressé une limite de classe. Et le texte que je viens de lire juste ensuite, la rencontre entre Madame de Rênal et Julien Sorel laisse penser qu'en réalité, cette transgression n'est pas politique ni sociale, mais d'ordre affectif. C'est parce qu'il tombe
amoureux de Madame de Rênal qu'il peut transgresser. Et finalement, c'est ça qui est passionnant dans ce concept de transclasse, la dimension objective sociale et la dimension proprement singulière. Alors les deux sont effectivement intimement mêlés dans la posture du transclasse, et cette posture peut paraître comme une imposture justement, et c'est la raison pour laquelle dans le cas de Julien Sorel, on insiste sur le fait qu'on lui fait payer cette intrusion dans un milieu qui n'est pas le sien. Et Stendhal a une formule d'ailleurs saisissante qui permet de résumer l'itinéraire de Julien Sorel, qui est la suivante. Il dit la grande affaire d'un homme est de monter dans la classe supérieure à la sienne, et l'effort de cette classe est de l'empêcher de monter. Tout l'effort de cette classe est de l'empêcher de monter. Et dans le cas de Julien Sorel, on voit bien que son ambition peut le conduire à balayer les préjugés qu'il attachait à son milieu d'origine, ou le confort lié à une certaine situation sociale modeste, mais reconnue, pour défier donc les aristocrates et se hisser à leur table. Et la société fait payer cette intrusion. La société voit en Julien Sorel une sorte de menace, puisqu'il s'empare des oripeaux de l'aristocratie, sans être un véritable aristocrate, ce que montre très bien dans Le Rouge et le Noir, cette scène saisissante où le marquis de La Mole, lorsqu'il s'adresse à Julien comme un inférieur, lui demande de porter un habit noir, et lorsqu'il va être son gendre, donc épris de Mathilde de La Mole, il mettra un habit bleu d'aristocrate. Et selon que Julien met l'habit noir ou l'habit bleu, eh bien, on s'adressera à lui comme on s'adresse à un subalterne, ou au contraire, on s'adressera à lui comme étant un égal. Alors, c'est là le paradoxe du transclasse, c'est-à-dire qu'il est toujours déplacé, d'une certaine manière, déplacé parce que il a quitté un milieu d'origine pour un milieu d'arrivée, mais dans ce milieu d'arrivée, il n'est pas assignable définitivement, il brouille un peu les pistes, parce que il peut s'assimiler, mais il y a toujours des éléments, ne serait-ce que son malaise ou son côté de retrait, puisqu'il observe ce que font les autres, il y a toujours des éléments qui le font paraître comme illégitime, ou comme un intrus, ou comme n'étant pas véritablement de ce milieu-là, donc comme étant parvenu. Alors, en même temps, quand je dis que l'effort de la classe supérieure est parfois d'empêcher les gens de monter, ça n'est pas totalement vrai dans tous les cas de figure, puisque il y a aussi dans ce qu'on appelle l'ascension sociale, quelque chose qui peut être encouragé par les classes supérieures, et notamment par les intérêts des financiers ou des industries, qui peuvent avoir besoin d'une main-d'œuvre issue des classes populaires que l'on va former pour servir de cadre ou de contremaître dans les entreprises, ce que montre parfaitement Nizan dans Antoine Boulayer, où c'est bien la fabrique de transclasse qui est élaborée par la classe supérieure au service de ses intérêts. Et dans ce cas-là, eh bien, ces transclasses ne remettent pas du tout en cause l'ordre établi, comme le fait Julien Sorel, mais servent à le conforter, puisque ça permet de donner un espoir de promotion à des contremaîtres qui deviennent comme des chiens de garde du pouvoir, et ça permet aussi d'offrir une soupape de sécurité à une société qui serait en proie à l'explosion à cause de l'immobilisme social. Mais en même temps, au-delà de ce schéma politique qui est valable et qui peut être un schéma explicatif, il y a toujours quelque chose dans les transclasses qui n'est pas réductible à une description en termes économiques et politiques. Il y a le jeu des singularités, le jeu des rencontres, ce que j'ai essayé de ressaisir sous le concept d'affect emprunté à Spinoza. Les affects, ça désigne toutes les modifications physiques et mentales qui peuvent augmenter ou diminuer notre puissance d'agir, et qui nous transforment, qui sont des puissances de changement. Et selon que ces affects augmentent notre puissance d'agir, eh bien, ils peuvent donc être des affects joyeux qui nous dynamisent et qui donnent les forces de franchir des barrières ou de briser des préjugés. Alors, dans le cas de la rencontre de Julien Sorel avec Madame de Rênal, ce qui est frappant, c'est que avant même de se voir, chacun avait une idée de l'autre, une représentation sociale de l'autre. Madame de Rênal imaginait un petit paysan au grognon bien rechigné, dit-elle. Elle craint qu'il maltraite ses enfants. Et évidemment, Julien Sorel, de son côté, imagine une bourgeoise un peu dévote qui va le traiter de haut. Et au moment de la rencontre, et c'est véritablement
rencontre au sens fort, puisque la rencontre au sens initial, c'est-à-dire un hasard. Eh bien, quelque chose se produit qui grippe les catégories établies, puisque Madame de Rênal découvre un Julien Sorel fin, séduisant, timide. Elle est désarçonnée par sa fraîcheur, et d'emblée un mouvement de sympathie et de protection est éveillé en elle, et Julien est tout à fait ébloui par la beauté, la douceur de Madame de Rênal. Donc c'est une rencontre au sens fort, c'est-à-dire deux singularités qui s'atteignent et qui font voler en éclats pour un moment du moins les catégories sociales et les représentations sur lesquelles chacun peut se cacher, la figure du bourgeois ou la figure donc du petit paysan. La question étant de savoir si cette rencontre était elle aussi déterminée, en un sens sinon sociologique, du moins telle que des déterminations, disons, affectives, telles que l'entend Spinoza, puisqu'en réalité, derrière ce concept de non-reproduction, il ne faut pas y entendre l'expression d'une liberté, d'un surgissement miraculeux d'un individu qui, lui, va pouvoir tourner le dos au lieu dont il vient. Au contraire, la non-reproduction est elle aussi déterminée. Mais c'est ce déterminisme-là qui est difficile à comprendre, puisqu'il faut comprendre que chaque individu est lui-même déterminé par ce qui l'entoure et par les affects qui sont l'expression de l'influence de ce qui l'entoure sur sa propre personne. Ça, ce point-là, il est très important. C'est un point effectivement très important, parce qu'on pourrait penser que l'idée de non-reproduction est l'expression d'une volonté qui s'élève contre un destin, d'un libre arbitre. Quand on veut, on peut. L'expression d'un volontarisme qui se manifeste souvent à travers la figure mythique du self-made man. Alors, ma démarche n'est pas du tout une exaltation du libre arbitre, qui est proprement une illusion, puisque, comme le dit Spinoza, les hommes se croient libres, mais ils ignorent les causes qui les déterminent. Et en ce sens-là, la non-reproduction ne contredit pas la reproduction, qui continue de valoir. Elle lui est plutôt contraire, c'est-à-dire ce qu'il s'agit de penser, c'est dans un cadre donné, de détermination donnée, comment d'autres déterminations peuvent s'exprimer, qui viennent non pas contredire le schéma général de la reproduction, mais le contrarier, c'est-à-dire montrer qu'il y a un faisceau de causes qui peuvent produire une autre trajectoire. Et donc, ma démarche consiste à penser qu'il n'y a ni libre arbitre, ni fatalité, mais qu'il y a une puissance d'agir, et cette puissance n'est pas une puissance d'agir sans cause. Il s'agit de tisser des déterminations qui sont issues du milieu, déterminations qui sont issues des rencontres, déterminations qui sont liées aussi à la place dans la famille, déterminations qui sont liées aussi aux aspirations de cette famille et de ce milieu, qu'un individu peut reprendre à son compte, ou qu'un individu peut rejeter parce qu'il n'a pas sa place dans une situation donnée. Il est victime de la honte, ou il est donc finalement quelqu'un qui n'est pas reconnu par son milieu, parce que il y a dans le cas de Julien Sorel, eh bien il se démarque de ses frères qui sont des grands bûcherons puissants au service du père. Lui, il aime lire, son père parle de lui comme d'un chien de lisard, il a une constitution fluette, et donc il ne s'inscrit pas dans la lignée des bûcherons. Donc Julien Sorel, certes, est quelqu'un qui quitte son milieu par ambition, par désir de gloire, mais il est tout autant chassé par son milieu. Et donc, dans la non-reproduction, il faut comprendre aussi que ce n'est pas seulement une aventure solitaire, mais qu'elle se fait en corrélation avec un milieu donné. On peut être porté par ce milieu, ou au contraire mis à la porte par ce milieu. Il y a la double détermination possible. Il y a 5 ans, le roi de la pizza s'est lancé dans l'esthétique. Épilation, UV, faux ongles n'ont désormais plus aucun secret pour lui. Il démocratise un univers jusque-là réservé aux plus riches en cassant les prix. Dans ces centres, on vient sans rendez-vous, on attend un peu mais on paye beaucoup moins cher. Il connaît la même réussite fulgurante que dans la restauration, déjà 150 salons et 34 millions de chiffre d'affaires, avec toujours le même état d'esprit qui l'anime depuis ses débuts. Si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Tout le monde peut y arriver, mais il faut y croire. Et y croire, c'est pas simplement se dire j'y crois. Y croire, c'est se dire oui, pourquoi pas. Dans quelques jours, Franz repart à Miami, avec un objectif simple, devenir le plus gros franchiseur français au monde. Il est très fort, il a réussi dans la pizza, il a réussi dans l'équitation.
Les hommes sont par nature disposés à avoir pitié de ceux qui sont malheureux et à envier ceux qui sont heureux, et à faire preuve envers ces derniers d'une haine d'autant plus grande qu'ils aiment davantage la chose qu'ils imaginent être en la possession d'un autre. Nous voyons en outre que la même propriété de la nature humaine qui les fait miséricordieux les rend aussi envieux et ambitieux. Enfin, si nous voulons interroger l'expérience elle-même, nous aurons la preuve qu'elle nous enseigne tout cela, surtout si nous considérons notre première enfance. Car nous savons par expérience que les enfants, parce que leur corps est continuellement, pour ainsi dire, en équilibre, rient ou pleurent en voyant simplement les autres rire ou pleurer. D'ailleurs, tout ce qu'ils voient faire aux autres, ils désirent aussitôt l'imiter, et comme ils désirent tout ce qu'ils croient procurer du plaisir aux autres. En effet, les images des choses sont les affections mêmes du corps humain. Autrement dit, les façons dont le corps humain est affecté par les causes extérieures est disposé à faire ceci ou cela. If I rule the world, every day would be like the first day of spring. Every heart would have a new song to sing. We'll sing of the joy every morning would bring. If I rule the world, every man would be as free as a bird. Every voice would be a voice to be heard. And we treasure each day that occurs. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir la philosophe Chantal Jacquet, auteure d'un ouvrage intitulé Les transclasses ou la non-reproduction, disponible aux éditions PUF. My world would wear a smile on its face, like the men in the moon has when the moon beams. If I rule the world, every man would say. Chantal Jacquet, revenons sur cette détermination qui va avoir pour résultat la non-reproduction. Déjà, comment expliquer que à déterminations égales, dans certains cas, c'est la reproduction qui a lieu et parfois la non-reproduction, où se situe le changement, la modification qui fait que le résultat n'est pas le même. Et ensuite, comment tout simplement expliquer ce mystère qui fait qu'un individu va s'en sortir et un autre non. On a entendu un extrait de l'émission Service Maximum de France 2 où un individu justement a réussi et s'est sorti de son milieu social d'abord en vendant des pizzas et ensuite en montant des centres d'épilation esthétique et ensuite il va aller aux États-Unis et on l'entendait dire mais il suffit d'y croire pour y parvenir. C'est le fameux quand on veut, on peut. C'est ce que vous disiez. D'un côté, il y a ça et de l'autre, il y a une sorte de détermination qui ne relève pas de la croyance, mais bien de la prise en compte de cette détermination chez Spinoza, dans le tel que j'ai lu, et qui décèle un mécanisme très clair qui a lieu chez les enfants. C'est celui de l'imitation, qui fait qu'on va vouloir reproduire ce que l'on voit. Mais alors, comment expliquer que dans certains cas, ce mimétisme-là s'enraye et produise un individu qui, plutôt que d'imiter ce qu'il a en face des yeux, va faire quelque chose de complètement nouveau. Il y a comme un mystère derrière cela. Alors la non-reproduction apparaît comme une forme d'énigme quand on sait tous les déterminismes qui pèsent sur un individu, quand on sait combien il est difficile à quelqu'un qui n'a pas les moyens culturels et financiers de pouvoir faire des études ou pouvoir s'arracher à sa condition et aller vers des conditions meilleures. Mais de ce fait, cette non-reproduction donne lieu à des discours qui sont des discours, je dirais, mythologique, voire religieux. Il s'agit de croire en sa bonne étoile, il s'agit de penser que l'on s'est fait à la force du poignet, que l'on s'est fait à partir de rien, comme une création ex nihilo. Mais c'est une sorte de point aveugle que de dire qu'un homme s'est fait à partir de rien. Et dès lors, on va mettre en avant des déterminations innées. C'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui possède un génie propre. Et pour moi, il y a là une forme d'illusion qui consiste
en réalité, à penser que c'est une singularité native qui explique un parcours social. Et de ce fait, ceux qui ne parviendraient pas au même résultat, eh bien, se voient stigmatisés parce qu'ils manqueraient d'ambition, ils manqueraient de courage et de volonté. Et donc, cette idée initiale du self-made man, qui s'est fait à partir de rien, c'est ce qui alimente l'American Dream aux États-Unis. Et c'est une idée extrêmement culpabilisante pour ceux qui, eux aussi, auraient le désir d'échapper à une condition misérable et qui ne parviennent pas au même résultat. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me pencher en philosophe sur ce passage d'une classe à l'autre et sortir des discours mythologiques. Parce que quand on dit que quelqu'un est ambitieux, eh bien, au fond, je dirais qu'on prend un effet pour la cause. En fait, l'ambition est une cause première. Donc, certains individus sont ambitieux et d'autres non. Mais pourquoi le sont-ils en premier lieu ? Pourquoi le sont-ils en premier lieu ? Et il faut remarquer que l'ambition, c'est aussi quelque chose qui est produit, qui est le résultat de détermination. Toute ambition est une ambition de quelque chose. Mais pour qu'il y ait ambition, il faut que ce quelque chose ait émergé. Il faut qu'il y ait donc dans ce désir immodéré de gloire, comme le définit Spinoza, comme Spinoza définit l'ambition, il faut que ce désir soit lui-même causé par quelque chose. On n'a pas à le présupposer. Et ce qu'il s'agit de comprendre, c'est pourquoi on peut désirer autre chose ou ce quelque chose-ci, et surtout dans une condition donnée, parce qu'évidemment, comme vous l'avez signalé, les enfants ont des modèles sous les yeux, ils les reproduisent, non pas forcément de façon consciente, mais simplement irréfléchie. Et Spinoza montre bien qu'il y a une sorte de mimétisme affectif. Les enfants, parce qu'ils voient des adultes rire ou pleurer, se mettent à rire, à pleurer sans raison, sans connaître les motifs qui les animent. Mais ce mimétisme, justement, qui prévaut dans les conduites humaines, permet d'expliquer pourquoi il pourrait y avoir reproduction, c'est-à-dire que au fond on ne naît pas ouvrier de père en fils, mais presque parce que on épouse les postures parentales, on a d'ambition que celle que son milieu nous offre. Donc comment comprendre que des enfants qui ont des modèles sociaux sous les yeux puissent aspirer à d'autres modèles. Alors, c'était la démarche que j'ai voulu essayer de mener, c'est-à-dire essayer de comprendre comment l'ambition n'était que la partie cachée, une partie visible, pardon, de la non-reproduction, et il faut penser la partie cachée, c'est-à-dire essayer de penser toutes les causes qui font qu'un individu va s'identifier à d'autres modèles que le modèle environnant. Et pour cela, il faut des alternatives. Or, ces alternatives, quand bien même on présenterait des modèles de vie autres, modèles de stars, modèles de réussite sociale, il ne suffit pas d'exposer ces modèles en vitrine comme si on allait endosser un prêt-à-porter. Qu'est-ce qui fait qu'un individu s'oriente vers ce modèle-ci plutôt qu'un autre ? Qu'est-ce qui préside à ses désirs ? Puisque il ne suffit pas de montrer un modèle pour pouvoir avoir forcément envie de l'accomplir. Ce que montre d'ailleurs très très bien Annie Ernaux. Elle explique que quand elle vivait comme ses parents dans le milieu du café-épicerie et avec les clients qui gravitent autour de ce café, eh bien, elle pense ce milieu comme étant le seul milieu possible et elle dit elle-même que les règles de ce milieu étaient comme les tables de la loi. Elle voyait ce modèle-là et elle n'en désire pas d'autre. Autrement dit, il s'agit de comprendre comment un autre désir peut émerger, puisque si on est dans un milieu social donné et qu'on n'en imagine pas d'autres, eh bien, on a tendance à reproduire. Mais alors précisément, je pose la question sur Chantal Jacquet, comment un autre désir peut-il émerger ou subvenir au sein d'un lieu qui est normé, qui est fait de lois, des tables de lois, comme dit Annie Ernaux? Comment Spinoza vous permet-il de penser cette émergence d'un nouveau désir? Spinoza, le penseur des déterminations, précisément. Alors, pour penser ce nouveau désir, d'abord, il ne faut pas le penser comme une forme de surgissement, deus ex machina, une métamorphose subite. Il s'agit de penser
un faisceau de causes, un concours de causes. Spinoza pense des concours de causes et des rapports de force affectifs qui vont définir une complexion. Autrement dit, il n'y a pas une cause première et unique qui expliquerait la non-reproduction. Ce qu'il s'agit de penser, c'est l'imbrication de causes, des causes économiques, par exemple un système politique qui donne des moyens, des bourses, des avantages sociaux à des enfants de classe défavorisée pour poursuivre leurs études. Mais cette cause économique, à elle seule, n'est pas suffisante, puisqu'on le voit très bien que si on ne métamorphose pas non plus le champ culturel, donner de l'argent à des individus ne produit pas forcément des résultats automatiques. Il faut aussi que ces enfants puissent s'identifier à d'autres modèles sans avoir le sentiment de trahir. Il faut qu'ils les fassent leurs. Il faut aussi que, par exemple, des modèles culturels qui sont présentés puissent être ouverts et que ces enfants puissent se les approprier. Donc il y a toujours l'idée de modèle derrière le déterminisme propre à la non-reproduction. Il y a l'idée de modèle, il y a aussi l'idée de rencontre. C'est-à-dire ce qui fait qu'on peut, par exemple, désirer une autre vie, eh bien, c'est parce que l'on voit d'autres la désirer, d'autres que l'on aime la désirer. Je pense au cas de Didier Héribon quand il explique bien à l'école qu'il était un enfant turbulent puisque l'école comme modèle de reproduction promeut la culture qui est une culture que l'on pourrait qualifier sans mépris une culture bourgeoise, les humanités, et la culture ouvrière ne se reconnaît pas forcément dans cette langue châtiée, dans les humanités qui lui paraissent inaccessibles et alors le prototype c'est la grande musique par opposition à la musique populaire. Eh bien Didier Héribon raconte précisément que ce milieu culturel, populaire, peut faire obstacle à son adaptation à l'école. Par exemple, dans le cours de musique, il a tendance à être dissipé, à se mettre à ricaner quand on écoute de la grande musique. Et il voit un camarade de classe qui le fascine et qui l'attire, puisque c'est peut-être la première fois, d'après ce qu'il raconte, qu'il éprouve ce qu'il nommera plus tard du désir amoureux, mais ça a pris d'abord la forme d'une amitié. Il voit un camarade de classe qui, au moment où le professeur l'interroge sur l'auteur d'un morceau de musique, répond sans hésiter et fait preuve d'un amour de la musique classique qui, lui, le stupéfie radicalement. Oui, il écrit « Je fus désarçonné par cette découverte. Il connaissait et aimait ce qui me semblait ne pouvoir être qu'objet de rire et de rejet, ce qu'on appelait chez moi la grande musique quand on tombait sur une radio qui en diffusait et que l'on s'empressait d'éteindre en disant « on n'est pas à la messe ». Voilà, alors ça c'est tout à fait symptomatique, c'est-à-dire le fait qu'il y a une culture populaire qui est spécifique, qui produit ces effets de dérision et qui rejette aussi la culture bourgeoise. Et de ce fait, l'individu, l'enfant à l'école qui est issu d'un milieu donné, est en proie à des contradictions, c'est-à-dire qu'il a deux modèles, celui qui lui serait offert par le clerc instruit, celui de son modèle d'origine. Ces deux modèles se contrarient, se contredisent parfois, et si évidemment les parents valorisent le double modèle, eh bien, l'enfant ne vivra pas cette contrariété, mais lorsqu'il y a ce rejet, cette contradiction, il faut bien produire d'autres affects, un désir, et ce qui peut compenser le sentiment de trahison, de culpabilité, de renier son milieu d'origine, même si c'est pas un reniement de s'approprier une autre culture, eh bien c'est le fait que on va désirer être comme d'autres que l'on aime et que l'on estime. Et ça peut servir de passerelle. Ces rencontres-là peuvent être décisives, c'est-à-dire le fait que on voit, on est mis face à une altérité, à d'autres voies possibles, eh bien ça produit une sorte de fluctuation. On n'est plus sur les rails de son milieu d'origine, on voit d'autres pistes possibles, désirables, et on peut commencer à les amorcer. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il faut l'étayer par d'autres affects, et on a des mouvements de fluctuation. Combien d'élèves issus des classes populaires qui sont de brillants élèves à l'école, eh bien renoncent pour finir, et finissent par reproduire le schéma parental, parce que c'est trop difficile pour eux de quitter leur milieu. Ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas franchir ces barrières de classe, qu'ils seront comme en exil dans un autre milieu, et donc ils vont vivre l'ambition comme quelque chose de négatif, comme un instrument de séparation et de déchirement, voire même de discorde ou de prétention injustifiée à l'égard du sort de leurs congénères. Donc ce qu'il s'agit de penser, effectivement, c'est tout ce réseau de causes qui s'unissent, se contrarient pour produire ce que j'ai appelé une complexion.
Et c'est pourquoi une seule cause n'est pas déterminante. Par exemple, la honte peut donner le désir de revendiquer ses origines, de sortir de cette honte, de s'arracher à une souffrance sociale, mais elle peut aussi produire l'effet inverse, c'est-à-dire le fait qu'on se dissimule, qu'on se terre et qu'on n'ose pas revendiquer. Donc c'est pourquoi il n'y a pas une seule cause, mais un faisceau de causes et un concours, une complexion. Ce que vous nommez cette complexion, est-ce qu'on peut aussi y voir l'expression d'un certain caractère, puisqu'au fond c'est cela, comment expliquer que un individu à milieu social égal et à milieu économique égal à un autre va choisir un autre modèle que celui qu'il a devant les yeux. Ce faisceau de causes que vous pointez, ces déterminations multiples qu'on ne peut pas réduire à une seule, finalement c'est aussi une question de caractère qui fait que l'un va devenir transclasse et pas l'autre. Alors le terme de caractère me paraît ambigu, disons, si on entend par là des déterminations qui seraient innées, qui seraient donc congénitales à un le individu. caractère est une rencontre entre l'inné et l'acquis, précisément. Alors c'est pour ça que je préfère le terme de complexion, au sens où il y a l'idée plus souple de fil qui se tisse, qui se noue, qui se dénoue, et qui implique un mouvement historique. Dans l'idée de complexion, il y a l'idée de la rencontre avec des causes extérieures et l'analyse de ce que l'on fait, de ce qu'on a fait de nous. C'est-à-dire que c'est toute la configuration sociale qui est autour et familiale qui est autour de lui, la place aussi dans la fratrie. Et je voudrais insister par exemple sur l'exemple de John Edgar Wineman, qui est intéressant à cet égard. John Edgar Wineman écrit un livre qui s'appelle « Suis-je le gardien de mon frère ? Brothers and Keepers ». Et John est né dans le ghetto noir de Pittsburgh. Il est normalement censé connaître le même destin que tous ces petits noirs et ses frères qui vivent dans la misère et qui reproduisent les habitus du ghetto, qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent par la délinquance ou par des petits boulots et souvent dans la misère. Et lui va connaître une trajectoire sociale sans précédent puisqu'il va devenir universitaire. Il va quitter donc Pittsburgh pour la Pennsylvanie, puis un écrivain reconnu. Son frère, même milieu social, même famille, même détermination. Son frère, lui, va connaître donc une trajectoire radicalement différente, puisque suite à un braquage qui a mal tourné, eh bien, il se retrouve en prison à vie après le meurtre involontaire d'un homme. Donc, deux destins radicalement différents, alors que les mêmes déterminations initiales pesaient. Alors, ce qui est frappant dans ce livre, c'est que c'est un dialogue entre les deux frères, même si c'est écrit du point de vue de John, ils le rencontrent en prison, ils essaient de comprendre ce qui fait que deux semblables, deux frères, le même père, la même mère, les mêmes conditions sociales, connaissent une trajectoire si différente. Et ils essayent de réfléchir ensemble là-dessus. Alors, ce qui est décisif ici, c'est la place dans la fratrie. C'est-à-dire, John, elle est née, il porte toutes les aspirations de la famille, c'est-à-dire sortir de la misère, sortir du ghetto, et il suit la voie somme toute classique, les études, et puis la promotion à l'université et l'écriture. Pour le frère cadet, eh bien, les modèles des enfants bons à l'école, puisque les frères et sœurs aussi, ils sont très bons à l'école, eh bien, ne lui permettent pas de trouver sa place, parce qu'il a l'impression d'être comme les autres. Donc, il voulait se frayer une place au soleil, dit-il. Il ne voulait pas être un bourge comme ses frères et sœurs, dit-il. Et donc, il voulait être une star, jouer gros, et c'est pour ça que son modèle, c'est celui du rebelle, qui va le conduire derrière les barreaux, même si c'est un modèle conventionnel aussi. On peut penser qu'on se situe dans une configuration donnée pour être différent des autres, pour ne pas reproduire le modèle de non-reproduction dominant, même dans le ghetto.